Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'était aujourd'hui que l'UEFA devait valider le prochain format de la Ligue des Champions. Finalement, l'annonce est reportée au 19 avril, dans un peu plus de 2 semaines. Les clubs, notamment les gros, et l'instance ne sont pas encore tombés d'accord. Ils s'octroient un peu plus de temps pour renégocier sur quelques points. La Ligue des Champions, vous le savez, va connaître un bouleversement total à partir de 2024 à la demande des clubs européens. L'UEFA propose la participation de 36 équipes, un système de mini-championnat pendant lequel les équipes réparties dans 4 chapeaux de 9 vont disputer 10 rencontres chacune, sans aller-retour. Puis ce sera les 8e avec les 8 premiers qualifiés et des barrages qui permettront à 8 autres équipes de se qualifier. Voilà en somme les grandes lignes de ce nouveau format de la Champions, avec donc quelques matchs en plus pour les clubs et forcément des retombées financières plus intéressantes. Cette formule permettrait aussi d'avoir 3 représentants français directement qualifiés, notre revendication depuis la dernière réforme de la C1 il y a 5 ans. À noter aussi que le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa de la saison précédente seraient directement qualifiés. Voilà le projet qui devait être validé aujourd'hui, sauf que la réunion a été ajournée. Pourquoi ? D'après les médias britanniques aujourd'hui, les gros clubs européens ont obligé l'UEFA à reporter la validation de ce nouveau format, puisque plusieurs grosses écuries européennes, dont les deux Manchester et le Real Madrid par exemple, ont mis leur veto. Ces clubs font partie de l'ECA, présidé par Andrea Agnelli, le président de la Juve. L'ECA, c'est un club de riches, c'est un club qui réunit les plus gros clubs européens. Alors c'est pas tant le nouveau format de la Ligue des Champions qui est remis en question par les clubs de l'ECA que la place plutôt que leur laisse l'UEFA, pas assez importante à leur goût. Ces clubs veulent plus de garanties quant au contrôle des droits TV et marketing, plus de garanties sur la distribution de l'argent qui en découlera. Ils veulent que l'UEFA touche moins et qu'une part plus importante soit reversée aux participants. Du côté des dirigeants de l'UEFA, on refuse pour l'instant de donner plus de pouvoir et d'argent aux clubs. Ces clubs, parmi lesquels plusieurs étaient prêts à tourner le dos à la Ligue des Champions pour mettre en place de leur côté leur Super League. Alors est-ce que cette réforme verra le jour ? Est-ce que les clubs et l'instance vont réussir à négocier ? Ou est-ce que les gros clubs tourneront finalement le dos à la Ligue des Champions pour créer leur fameux projet de Super League ? Aujourd'hui, le très sérieux Times indique quand même que des deux côtés, on espère trouver un accord avant le 19 avril. Finir ce dernier rassemblement avant l'Euro sur une bonne note, conserver la première place de son groupe D de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en enchaînant un 2e succès consécutif. Voilà en somme les objectifs de l'équipe de France pour le match qui les attend ce soir à Sarajevo face à la Bosnie-Herzégovine. Il faudra aussi pour les hommes de Didier Deschamps lutter contre la fatigue avant d'aborder ce 3e match en 8 jours, une première dans l'histoire de l'équipe de France, avec un déplacement en avion de près de 5000 km jusqu'au Kazakhstan, 4 heures de décalage horaire et encore quasiment 4000 km retour pour arriver lundi à Sarajevo. Une semaine après l'Ukraine et 3 jours donc après le Kazakhstan, les Bleus ont rendez-vous ce soir sur la pelouse du stade Grbavica, récemment rénové. Ils ont rendez-vous avec la Bosnie de Miralem Pjanic et d'Edin Dzeko, 56e nation au classement FIFA. Concernant les dynamiques des deux équipes, les Bleus n'ont perdu qu'un seul de leurs 17 derniers matchs. C'était en novembre dernier contre la Finlande en amical. D'ailleurs, l'équipe de France est invaincue lors de ses 4 matchs face à la Bosnie, trouvant le chemin défilé à chaque fois. Les Bleus ont inscrit 6 buts en 4 matchs face à leur adversaire du soir. La Bosnie, elle, n'a gagné aucun de ses 10 derniers matchs. Sa dernière victoire remonte à novembre 2019 au Liechtenstein. Les Bosniens en perte de confiance, qui n'ont donc plus gagné depuis près d'1 an et demi. Et pendant cette trêve, ils ont enchaîné 2 matchs nuls. Ils ont entamé leur campagne d'éliminatoire du prochain mondial par un nul contre la Finlande, justement, avant d'enchaîner avec un autre match nul samedi dernier en amical contre le Costa Rica, 0-0. À l'ombre de la Serbie et de la Croatie, ce petit pays d'ex-Yougoslavie avance comme il peut niveau football. La Bosnie a quand même perdu de sa superbe, avec des stars vieillissantes et des jeunes pousses qui peinent à éclore. Ces joueurs évoluent aux 4 coins de l'Europe, souvent dans des championnats mineurs. Et pour ne rien arranger, depuis quelques années, les sélectionneurs se sont enchaînés sur le banc de la Bosnie. Il y en a eu 7 en 5 ans. L'actuel, le Bulgare Ivailo Petev, a été nommé il y a 2 mois à peine. L'objectif fixé par sa fédération est clair, emmener la Bosnie au Qatar. D'ailleurs, Petev sera absent du banc ce soir puisque testé positif au Covid il y a quelques jours, le sélectionneur bosnien est à l'isolement. Tiens, d'ailleurs, il le sent comment d'aider ce match ? C'est un groupe difficile, mais évidemment, je ne vais pas aller
dire le contraire de par notre statut qu'on arrive avec l'étiquette de favori demain, mais je m'attends à un match difficile face à une bonne équipe bosnienne. Il y a 3 points en jeu, évidemment, tous les points sont importants, mais bon, il restera encore 5 matchs, 15 points derrière, donc je pense pas, même je suis persuadé que le match de demain ne sera pas décisif, mais évidemment, une équipe qui gagne le match augmentera son compteur et sera mieux placée avant de préparer les prochains matchs au mois de septembre. Côté compo maintenant, après avoir fait tourner au Kazakhstan dimanche, Didier Deschamps devrait ce soir revenir à une compo de départ plus proche de son équipe type, avec notamment le retour du 4-4-2. Dans les cages, Hugo Lloris ce soir honorera sa 123e sélection en équipe de France, rejoignant Thierry Henry à la 2e place des joueurs les plus capés de l'histoire des Bleus, juste derrière Lilian Thuram. Devant lui, la charnière qui s'est imposée comme la charnière de référence de Deschamps depuis la Coupe du Monde, c'est-à-dire Raphaël Varane associé à Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard couloir droit, Lucas Hernandez couloir gauche, et donc toujours pas de Ferland Mendy pour l'instant. Au milieu, en l'absence d'N'Golo Kanté, c'est Adrien Rabiot qui devrait être associé à Paul Pogba. La pioche va enchaîner une 2e titularisation consécutive. Devant, Ousmane Dembélé sur le flanc droit, Kingsley Coman sur le flanc gauche et en pointe, un binôme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann pourrait être aligné au détriment d'Olivier Giroud. Ce serait un coup dur pour l'attaquant des Blues qui n'est pas entré en jeu dimanche à Nour-Sultan et qui avait quitté la pelouse avant le coup de sifflet final contre l'Ukraine mercredi dernier. Pour ce qui est d'Anthony Martial, touché contre le Kazakhstan, il ne s'est pas entraîné hier, il ne devrait pas jouer ce soir. Côté bosnien, les 2 stars de cette équipe, Dzeko et Pjanic, devraient être titulaires évidemment. À leur côté, on pourrait apercevoir une tête familière en Ligue 1 puisque l'attaquant nîmois Aris Duljevic est pressenti pour débuter la rencontre. Bosnie-Herzégovine-France, coup d'envoi à 20h45. Après ce match, les Bleus vont donc refermer cette fenêtre internationale et rentrer en club dès demain. Après, ils ne se retrouveront que pour l'Euro cet été, puis pour le Final Four de la Ligue des Nations au mois d'octobre. En ce moment même, pas très loin de Sarajevo, en Hongrie, ce sont les espoirs de Sylvain Ripoll qui affrontent l'Islande en phase de poule de l'Euro. Nos Bleus doivent l'emporter s'ils veulent disputer la phase finale de la compétition qui se jouera du 31 mai au 5 juin à Ljubljana, en Slovénie. Allez, on passe à notre rubrique Vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Et puisque Stéphane Moulin a annoncé il y a quelques jours son départ du SCO en fin de saison, j'ai choisi aujourd'hui de revenir sur les grands moments de Moulin sur le banc angevin. On commence par sa nomination, évidemment, il y a près de 10 ans maintenant, le 22 juin 2011, à la tête de l'équipe réserve du SCO depuis 5 ans, Stéphane Moulin remplace Jean-Louis Garcia sur le banc des pros. Le club est en Ligue 2, Garcia l'a fait monter en 2007 et sa mission au début à Moulin, c'est d'abord de stabiliser le club dans cette division. Mission réussie dès la première saison puisque Stéphane Moulin achève son premier exercice sur le banc à la 11e place du classement en Ligue 2. La saison suivante, tout va très vite, beaucoup plus vite. Les Angevins sont plus que jamais dans la course pour la montée. Les joueurs de Stéphane Moulin sont à la bagarre pour la 2e et la 3e place du championnat avec Nantes, Guingamp et Caen notamment. Finalement, un match nul à Auxerre refroidira le SCO qui accusera alors 4 points de retard sur le podium. À l'avant-dernière journée, Angers s'écroule ensuite lors d'une défaite à domicile contre Tours et peut dire adieu à ses espoirs de montée. Le SCO terminera la saison 5e. Une grosse désillusion, mais un échec qui finalement servira de base pour aller chercher les succès qui suivront. À la reprise en août 2013, encore une fois, Angers se place comme un candidat très sérieux à la montée. Cette saison-là, le SCO va même passer 28 journées sur le podium en Ligue 2. Mais en fin de saison, l'équipe s'écroule encore une fois et termine 9e. Il faut dire que cette saison-là, l'aventure en Coupe de France aura absorbé aussi beaucoup d'énergie aux Angevins. Après un parcours plutôt favorable où seul Sochaux, qui était en Ligue 1, fait figure de gros, les hommes de Stéphane Moulin se qualifient le 15 avril 2014 pour la première demi-finale de Coupe de France de l'histoire du club. Une demi-finale où les Angevins s'inclineront finalement face à Rennes, malgré un doublé de Mohamed Yattara, meilleur buteur du SCO cette saison-là. Les Angevins d'ailleurs se sont vengés cette saison puisqu'ils ont éliminé le Stade Rennais en 32e. Derrière, ils ont battu, je vous le rappelle, les Martiniquais du club franciscain en 16e et on va donc retrouver les Angevins mercredi prochain contre Sedan en 8e de finale. Mais retour à nos moutons, après cet échec en demi et surtout cet échec de la montée, un an plus tard, cette fois c'est la bonne, Stéphane Moulin et Angers vont vivre très probablement la plus grande émotion sportive de leur histoire d'amour, alors que le 31 mai 1900
1994, le SCO disputait son dernier match de Ligue 1. 21 ans plus tard, presque jour pour jour, le 22 mai 2015, le SCO retrouve l'élite. Pas vraiment impérial en première partie de saison, ayant notamment perdu la pépite de son centre de formation, Sofiane Bouffal, au mercato hivernal. Le SCO va retrouver sa dalle angevine dans le sprint final et monter sur la 3e marche du podium lors de la 26e journée après une victoire à Auxerre. Un podium que les Angevins ne quitteront plus finalement jusqu'à la dernière journée et un dernier match contre Nîmes. Une victoire 3-0, synonyme de montée. La pelouse du stade Jean-Bouin, qui s'appelle encore comme ça à l'époque, est envahie. Le SCO est en Ligue 1. Aujourd'hui, on a gagné, on a gagné, aujourd'hui, c'est la Ligue 1, J'ai une nouvelle, si vous permettez, à vous annoncer. On est en Ligue 1. Et oui, Saïd Chaban et Stéphane Moulin peuvent exulter. L'entraîneur du SCO a d'ailleurs ce soir-là un petit mot pour ceux qui n'ont pas cru en son équipe. Quand tout le monde, sans nous enterrer, pensait qu'on ne pouvait pas y arriver, et nous on était en train de bosser, on était en train de se préparer dans un camp militaire, et nous on y a cru, et heureusement qu'on a cru en nous parce que c'était ça la solution. Et que toutes les choses négatives qui ont été dites à notre rencontre, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne veut pas monter, etc. Ce soir, c'est quelque part un cri du cœur, mais bien sûr que si on avait envie de monter, qui n'a pas envie de monter, on l'a prouvé qu'on a toujours cru en nous, et toutes les mauvaises langues, ce soir, doivent être déçues. Mais nous, on va penser qu'à ceux qui étaient là, à ceux qui nous ont supportés. Voilà, parce que c'est ça le sport, c'est ça la vérité, et ce soir on est heureux. 2 ans plus tard, le 27 mai 2017, le SCO s'est donc maintenu en Ligue 1, et c'est un autre exploit que va aller chercher Stéphane Moulin avec son équipe, la fierté d'une place en finale de Coupe de France. Monter en Ligue 1, d'accord, mais le plus difficile, c'est peut-être d'y rester. On dit souvent que pour les promus, c'est la 2e saison dans l'élite qui est la plus difficile. Eh bien, le SCO, lui, s'en sort plutôt bien et s'assure cette année-là une fin de championnat 2016-2017 plutôt tranquille. Alors pourquoi pas, finalement, rêver d'un trophée qui fuit le SCO depuis 1976 ? Ce 27 mai 2017, Angers retrouve le Paris Saint-Germain d'Unai Emery en finale de Coupe de France. Ce n'est pas encore celui de Neymar et de Mbappé, mais celui de Cavani et de Pastore, celui de Maxwell aussi, qui achèvera ce soir-là son histoire avec Paris après 5 ans passés au club. Dernier match du Brésilien qui prendra sa retraite sur ce 37e et dernier titre de sa carrière. Avec un effectif prometteur, avec Nicolas Pepe ou Karl Toko Ekambi, le SCO va tenir tête au PSG jusqu'au bout. Malheureusement, dans le temps additionnel, Issa Sissoko, malheureux, va marquer contre son camp. Le SCO s'inclinera 1-0 au Stade de France. J'ai à peine le temps de la sortir qu'elle me touche la balle et la balle rentre dans le filet. Donc malheureusement, c'est un coup du sort. Enfin, dernière date, vendredi dernier, vendredi 26 mars 2021, Stéphane Moulin annonce ça. J'étais conscient que l'heure viendrait de se renouveler. J'estime que cette heure-là est arrivée. Donc, je ne serai plus l'entraîneur du SCO d'Angers à la fin de la saison. L'entraîneur angevin va donc disputer ses 8 derniers matchs de Ligue 1 sur le banc du SCO. Ça commencera dès dimanche 13h avec la réception de Montpellier. Alors avec le départ de Moulin en fin de saison, c'est la fin d'une ère évidemment à Angers, la fin d'une ère en Ligue 1 aussi. À l'Atlético de Madrid depuis décembre 2011, c'est Diego Simeone qui risque bien de succéder à Moulin en tant qu'entraîneur resté le plus longtemps en poste sur un banc dans les 5 grands championnats européens. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats, on se retrouve demain.